ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le passage redouté du LMNP au LMP avec Antoine Dallène. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille pour la deuxième fois Antoine Dallène. Antoine Dallène était intervenu lors de l'épisode numéro 90 qui s'intitulait « Le conseiller en gestion de patrimoine » et j'avais interviewé son épouse lors de l'épisode numéro 88 qui était Claire Dallène qui nous avait expliqué comment ils étaient devenus libres financièrement en 4 ans avec 4 enfants. Donc, je vous invite à aller réécouter ces épisodes si vous voulez savoir un petit peu leur histoire, parce que moi, j'aime interviewer des personnes qualifiées, mais qui ont fait ce qu'elles préconisent. Et en l'occurrence, Antoine et Claire sont des experts de l'investissement immobilier et sont devenus notamment libres financièrement grâce à ça. Et Antoine, pour information, Antoine, en fait, il a fait le diplôme de master en gestion de patrimoine de Juris Campus. Donc, il est diplômé de ce master. Et donc, il est qualifié, en tout cas en termes de connaissances, de façon équivalente à un conseiller en gestion de patrimoine. On va peut-être en parler rapidement, en détail un peu plus de cette qualification rapidement. Et il s'avère que moi-même, je me suis dit que j'allais faire des études à Juris Campus exactement comme Antoine. Donc, c'est lui qui m'avait inspiré ça. Et je me suis dit, écoute, on va parler d'un sujet qui est, pour moi, en tout cas, une préoccupation qui était très, très forte à l'époque. Je m'étais beaucoup, beaucoup inquiétée. Mais qu'est-ce qui va se passer si je passe de LMNP au LMP? Parce que c'est un gros passage qui fait peur, surtout quand on lit Internet. On a l'impression que du coup, ah là là, faut surtout pas passer en LMP. Je reste en dessous des seuils parce que c'est dramatique, etc. Les cotisations sociales, nanana. Donc, en fait, dans cet épisode, on va vraiment décortiquer ce passage. Et juste avant d'accueillir Antoine, j'avais envie de préciser qu'il s'avère que Cyril et moi, on est LMP, parce qu'en l'occurrence, on a été LMNP et on a basculé en LMP quand on a quitté nos travails respectifs. Et il s'avère que Claire et Antoine Dallène sont également LMP. Donc, pour le coup, on connaît un peu le sujet. Voilà. Donc, salut Antoine, comment ça va? Ça va bien, salut Dorine, salut les investisseurs sereins. Trop content de faire un deuxième podcast avec toi et que tu m'aies réinvité. C'est avec grand plaisir et je me suis dit, j'ai envie de faire des sujets un peu techniques parce que Antoine, c'est un passionné comme moi, il adore la fiscalité. Il est plus avancé parce qu'il a fini ses études et il pratique au quotidien, comment dire, je sais pas c'est quoi, comment le terme, qu'est-ce que tu En termes pratiques de au quotidien? formation, en fait, je fais en parallèle de la partie gestion de notre immobilier, je fais de la formation et de l'accompagnement pour aider les gens à mettre leur patrimoine et leur argent au service de leur vie. Et donc, du coup, il y a forcément une notion de fiscalité où je leur explique comment ça marchera. C'est génial et du coup, il est passionné par le sujet. On s'est même vu en vrai Ouais, et c'est on a top. papoté, on n'a pas pu s'empêcher de partir dans tous les sens C'est sur plein de clair. sujets, À donc c'est refaire. génial. Ouais. Exactement. Du coup, l'idée là de l'épisode, c'est que je sais que parmi les gens qui nous écoutent, on s'intéresse beaucoup au LMNP parce que c'est vrai que c'est un statut qui a des avantages et peut-être qu'on va même en parler un petit peu du fait que c'est un statut qui est, on va dire, mal vu dans la presse. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc, on va peut-être parler un petit peu de ça déjà pour commencer, du statut LMNP. Et ensuite, on va parler du fameux glissement vers le LMP et les conséquences de ça. Ouais. Donc, déjà, un petit peu pour commencer, c'est quoi le LMNP et est-ce que c'est un statut voilà. Qu'est-ce que c'est le LMNP juste pour les gens qui voilà, on se refait les bases. Ok, qu'est-ce que c'est que le LMNP? Alors déjà, c'est un régime dérogatoire fiscalement parce qu'en fait, le vrai régime, c'est le régime des bénéfices industriels et commerciaux et au fond, le vrai régime standard, c'est la partie location meublée professionnelle. C'est ça qui est normal et en fait, la partie LMNP, c'est un régime dérogatoire. Et donc, je vais expliquer comment ça marche, mais ce qui crée de la complexité, c'est que en fait, pour bien comprendre comment ça marche, ça s'appuie sur différents codes. Ça s'appuie sur le code civil, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale. Et c'est ça qui fait que parfois on n'y comprend rien, c'est qu'au fond, ça se rattache à plein de différents codes.
Et ça, c'est une première raison pour laquelle on n'y comprend rien. Et l'autre raison pour laquelle ça met aussi de la complexité, c'est que du coup, en fait, pour savoir comment on paye l'impôt sur le revenu, est-ce qu'on paye des prélèvements sociaux ou est-ce qu'on est assujetti à l'URSSAF ou est-ce qu'on est exonéré d'impôt sur la fortune ou non, bah ça se rattache à différents codes avec différentes règles, donc c'est vraiment assez compliqué. Alors pour commencer, quels sont les critères pour être qualifié de LMNP, location meublée non professionnelle? Il y a une première question à se poser, c'est est-ce que le chiffre d'affaires de l'activité de location meublée est inférieur à 23 000 euros. Si jamais vous êtes inférieur à 23 000 euros, c'est sûr, vous êtes LMNP. Donc ça, c'est la première question. Et si jamais vous êtes supérieur à 23 000 euros, il y a une nouvelle question à vous poser pour savoir si vous continuez à être LMNP. C'est est-ce que le chiffre d'affaires que vous faites en location meublée non professionnelle, imaginez vous avez deux colocations qui font 40 000 euros de chiffre d'affaires, donc loyer plus charge. Hein. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que mes revenus d'activité nets sont supérieurs à ça? Donc globalement, c'est est-ce que dans mon foyer fiscal, est-ce qu'on gagne au moins 40 001 euros? Très bien. De revenus du travail et non De pas revenus des du travail, exactement. Et donc dans le revenu du travail, quelque part, si vous prenez votre déclaration d'impôt, la 2042, c'est tous les revenus qui sont dans la partie 1, traitement et salaire, retraite, revenus de gérance, etc. La somme de tout ça, net, hein, ça doit faire au moins 40 001 euros dans le cas que j'ai cité juste avant. Là où il faut faire attention, c'est que c'est bien les revenus nets. Si par exemple, madame gagne 20 000 euros et monsieur 20 000 euros et que les deux choisissent l'abattement normal de 10% sur les revenus, bah en fait ils gagnent plus 40 000 euros, ils gagnent 36 000. Donc du coup c'est bien le revenu net qui va être imposable à l'impôt sur le revenu. Je sais pas si la subtilité elle est claire pour toi, mais Très bien. En fait, en gros, ce que tu veux dire, c'est ce qu'on va inscrire après abattement dans les exactement. traitements et salaires Ouais. et rémunérations, enfin, sur la partie du travail, quoi. Bah en fait oui, enfin pas exactement. C'est nous on va inscrire. Je vais remplir que j'ai gagné 20 000 et 1 euro par exemple. Ma femme a gagné 20 000 euros. Je me dis ah bah c'est cool, je suis au-dessus donc je reste LMNP. Sauf que non parce que automatiquement si je fais rien, je vais avoir une déduction de 10% sur les revenus au titre des frais et charges que j'ai engagés pour cette activité. Et du coup, bah, je vais passer à 40 001 euros moins 10% à 36 000 et quelque chose. Et donc du coup, je suis plus bon. En fait, pour être bon, c'est vraiment, il aurait plutôt fallu gagner peut-être 45 000 euros avant l'abattement des 10%. Et c'est encore pire, quelqu'un qui voudrait optimiser à fond et qui se dirait, bah tiens, je vais me mettre aux frais réels, je vais coller des frais à pu en finir. Bah, paradoxalement, il pourrait encore plus basculer en dessous, quoi. Ok, mais c'est très clair. Donc, du coup, en effet, c'est vraiment net après les Net abattements que. après les abattements, 10% en standard ou aux frais réels. Et Ok. donc du coup, et ça exclut de ce fait, si vous touchez des dividendes, des revenus fonciers, des revenus d'action, des choses comme ça, c'est vraiment en dehors de tout ça, quoi. Et par rapport au LMNP, j'avais envie de rajouter quand même le contexte aussi de départ, c'est que quand on est LMNP, ça veut dire qu'on loue un appartement ou une maison qui est meublée. Donc, il y a une liste de Oui, meubles obligatoires pour que ça exactement. rentre dans les critères. Ça, il suffit de Ouais, taper sur Internet, sur Google, c'est ouais. facile d'avoir cette liste. Et deuxièmement, c'est forcément en nom propre, c'est-à-dire que, Ah, alors ou pas, oui, justement, on va peut-être parler de la nuance, parce qu'il y a une ouais, nuance en effet. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas les SCI à l'IS ou les SCI à l'IR qui permettent d'être au LMNP. exactement. En fait, on pourrait dire qu'il y a trois critères. Déjà, il faut que ça soit de l'habitation. Si vous meublez entièrement un appartement mais qui est destiné à faire des bureaux, bah, c'est pas la location meublée non professionnelle, c'est la location équipée. Donc ça, c'est un premier critère, il faut que ce soit de l'habitation. Le deuxième critère, il faut que vous l'équipiez pour qu'il soit entièrement habitable, que le locataire ait qu'à amener sa valise et son ordinateur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un micro-ondes, des rideaux, un frigidaire, des étagères, un lit, une couette, etc. Donc il y a une liste que vous allez trouver facilement sur Internet. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et après, les troisième critères, bah, ils sont fiscaux justement sur la partie LMNP, LMP qu'on disait. Et effectivement, c'est en nom propre, donc c'est au nom de Dorine et Cyril, ou par une SARL de famille, donc c'est une société qui est en transparence fiscale sur lequel les associés sont de la même famille. Et ça, c'est une super optimisation. Ok, donc en fait, ça existe. Ça existe, ouais. Il faudrait qu'on fasse un épisode dédié, je pense, sur les SARL de famille.
ça présente 2 ou 3 avantages dont on pourra parler ici ou une prochaine fois. Et donc, du coup, pas dans la SCI LIS. Dans la SCI LIS, on va pratiquer des amortissements comme ce qu'on va faire sur la location meublée. Mais par contre, les régimes de plus-value, etc., n'ont rien à voir. Ouais, du coup, donc c'est pour ça. Donc là, on a dressé le portrait. J'essaie de faire un petit résumé pour que les auditeurs arrivent à suivre au fur et à mesure de l'épisode. Donc, on Ouais, a vu ensemble le LMNP, les conditions pour qu'on soit LMNP, donc habitation, meublé d'une certaine façon pour que la personne elle pose ses oui, valises. Et en plus de ça, le critère fiscal, c'est-à-dire qu'il faut que, à la fois, soit on est en dessous de 23 000 euros et dans tous les cas, on est tranquille, on est LMNP. oui. Mais si on a au-delà de 23 000 euros, il faut, pour rester LMNP, que les recettes, charges comprises, donc Les revenus, les les revenus, revenus. charges Oui, comprises. voilà, oui, Non, je parle des oui. recettes Ah de oui, pardon, loyer. excuse-moi. Voilà, Oui, je très dis les bien. recettes, c'est-à-dire c'est les loyers plus les charges Exactement. doivent être inférieurs aux revenus nets du travail du foyer. Travail. Exactement. Voilà. Nickel. Donc comme ça, c'est bon, tout le monde est clair, on sait c'est quoi le LMNP. Et effectivement, l'autre critère que tu disais, soit être possédé en nom propre ou dans une SARL de famille, pas de SCI, de SAS, etc. Pas possible. Voilà. Et maintenant, on va donc pourquoi, la question que j'ai, pourquoi les investisseurs adorent le LMNP? Déjà, pourquoi c'est un statut qui en soi est génial et que tout le monde dit que c'est une niche fiscale? Alors pourquoi? C'est en fait, c'est que la façon dont on va payer, enfin, les montants vont être imposables. Ça va être le chiffre d'affaires moins les charges. Donc en fait, on va prendre un exemple. Donc là, c'est du assez standard. Ça va être un peu comme du revenu foncier. Donc on va dire par exemple une colocation de 4 chambres, 500 euros. Donc ça fait 2000 euros. On va dire y compris avec les charges pour faire simple. Donc ça veut dire chiffre d'affaires de 24 000 euros à l'année. Ben là, pour déclarer fiscalement, ça va être chiffre d'affaires moins les charges. Donc, je vais enlever l'électricité, l'eau, les intérêts d'emprunt. Quand je fais des petits travaux, etc., je vais tout enlever. Donc, peut-être que de 24 000 euros, ça va me ramener à 15 000 euros. Donc, j'ai encore 15 000 euros imposables, ce qui serait par exemple le cas, par exemple, pour des revenus fonciers. Et là, en fait, la grosse utilité, c'est qu'en plus, on va pouvoir déduire de l'amortissement comme ce qu'on va faire dans des sociétés LIS ou autre chose. Et l'amortissement, c'est quoi? Ça va être la valeur du bien. Donc, admettons que cet appartement-là, il vaille 300 000 euros. On va dire, bah, ce bien, on va l'amortir comme s'il allait perdre de la valeur. Donc, on fait croire à l'administration fiscale qu'on exploite un bien et qu'il va perdre de la valeur comme une voiture, un ordinateur ou un téléphone. Donc, on va dire, OK, bah, sur ces 300 000 euros, il y a quelque chose qui perd jamais de valeur, c'est la valeur du terrain, puisque bah, le terrain, on n'en refabrique plus, hein, la terre est finie, donc le terrain, il perd pas de valeur. On va mettre une clé de répartition en disant le terrain, ça va être entre 10 et, je sais pas, 30% selon si c'est dans la Creuse ou à Paris. Et le reste, ça va être la partie construction, et ça, on va l'amortir. Donc, avec des clés de répartition, pour faire simple, en gros, on va l'amortir sur entre 25 et 30 ans, mais on va définir entre la construction, l'aménagement intérieur, les meubles, on va mettre des pourcentages et des durées d'amortissement. Ce qui fait qu'en moyenne, par exemple, admettons qu'on dise que le terrain, dans mon cas ici, faisait 20%. Donc sur les 300 000, je vais avoir 60 000 euros de terrain, 240 000 euros à amortir, et je vais l'amortir, on va dire, sur 24 ans, et comme ça m'arrange. Si on l'amortit sur 24 ans, ça fait 10 000 euros par an. Et donc là, si je reprends mon exemple d'avant, bah, j'étais sur 24 000 euros de chiffre d'affaires. Quand j'enlève toutes les charges, j'arrive à 15 000. Et là, trop cool, je renlève encore plus 10 000 euros d'amortissement, ce qui fait que ça me fait un résultat imposable qui est à 5 000 euros. Dans la pratique, c'est souvent proche de zéro. Mais du coup, on va avoir un résultat imposable bien plus bas grâce à cet effet de l'amortissement. Et ce qui est génial dans ce régime-là et qui est vraiment complètement dérogatoire, c'est que par contre, le jour où on revend le bien, tous les amortissements qu'on aura pratiqués sont pas réintégrés. Je pense que tu vas me poser une autre question sur le calcul des plus-values, mais il y a une grosse optimisation fiscale lors de la revente où les amortissements de 10 000 euros fois N années sont pas réintégrés, quoi. Alors, c'est excellent. J'espère que je vais à chaque fois essayer de retraduire en termes plus simples parce que c'est génial tout ce que tu expliques. Mais je me dis que quelqu'un qui est un petit peu moins au fait que moi Oui, je va suis peut-être avoir d'accord. du mal à suivre. Donc, moi, je trouve ça génial. Mais comme ça, vous aurez une double lecture dans l'épisode. Donc, ce que tu disais, c'est que ce qui est génial dans le LMNP, c'est que quand on est au régime réel du LMNP, c'est pour ça qu'on va peut-être en reparler vite fait encore le régime micro. Micro, ouais, Mais là, tout ce que tu as raconté, c'était pour le régime réel. ouais, Donc, on encaisse des loyers, on enlève toutes les charges
Et en fait, on va utiliser le bénéfice comptable et non pas le bénéfice réel sur le... Parce qu'en fait, en réalité, tu Ça n'a rien à voir avec la encaisses... trésor. Voilà, ça n'a rien à voir avec la trésorerie. C'est-à-dire que tu vas toucher 1000 euros, tu vas peut-être payer 300 euros de taxes foncières, etc., sur les 1000 euros que tu auras touchés. Mais toi, en Ouais, fait, ce que tu vas dire, c'est qu'au lieu d'être imposé sur les 700 euros, bah non, 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 on va amortir. Et du coup, cette part, c'est ce que tu as expliqué, on va utiliser comme si des charges fictives, c'était des charges ouais, comptables, qui, exactement. C'est complètement fictif. Ouais. voilà, c'est des charges fictives et du coup, en fait, l'État ne va pas considérer que tu as gagné 700 euros et t'imposer sur les 700 euros, mais en fait, va considérer qu'en réalité, tu n'as que gagné peut-être 300 euros, imaginons dans mon exemple, on enlève encore 400 d'amortissement, et bah, du coup, en fait, tu vas payer l'impôt que sur beaucoup moins. Et donc, Exactement. ça, c'est la force, c'est-à-dire que tu utilises l'amortissement. Et ce qui est génial, c'est qu'en SCI à l'IS, tu as aussi l'amortissement. Mais pour toucher l'argent, tu vas devoir le sortir de la SCI à l'IS Si tu as du bénéfice. si tu as du bénéfice. Parce que pourquoi si tu as du bénéfice, tu veux dire? Ah bah parce que en SCI à l'IS, en fait, tu vas avoir le même mécanisme. En fait, c'est vraiment très simple, hein. Comptablement, ça va être chiffre d'affaires moins charge moins amortissement pour faire le bilan comptable. Mais souvent, l'idée, c'est que tu sois à zéro ou en négatif. Et donc, du coup, en SCI à l'IS, tu as plusieurs méthodes pour sortir de l'argent. Ça va être le mécanisme du dividende ou te mettre une rémunération de gérance, par exemple. Oui, mais tu peux quand même sortir une rémunération ou des dividendes, même si tu as un Ah, bénéfice ah non, comptable non, nul. non, 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 en tu n'as fait, pas tu le vas droit? pouvoir te sortir, ah non, non, si tu vas pouvoir te sortir une rémunération, admettons que la SCI va générer de la trésorerie parce que, je sais pas, par exemple, tu es en différé comptablement, en fait, bah, du coup, Parce que admettons, comptable, d'un point de vue trésorerie, tu peux être très positif tout en bah oui, étant oui, en déficit. tu vas avoir plein d'argent dans ta SCI parce que, du coup, tu es en différé d'emprunt, donc tu déduis que les intérêts. Pourtant, comptablement, tu vas bien être sur chiffre d'affaires, moins charges, dont les intérêts d'emprunt, moins les amortissements. Donc, du coup, on pourrait même imaginer que tu as un immeuble là-dedans et que comptablement, tu sors en négatif parce que chiffre d'affaires de 100 000 euros, moins des charges de, je sais pas, 25 000, moins d'amortissement qui fait plus, tu es à moins 5 000 euros comptablement. Dans la trésorerie, comme t'as pas remboursé le capital sur l'emprunt, bah, tu as plein de trésors. Le moyen de récupérer ta trésor, c'est de te faire une rémunération de gérance, comme on va le voir avec un Oui, travailleur voilà. non Donc, tu peux salarié tout en à fait. LMP. Donc ça, tu peux le sortir. Oui. Par contre, comptablement, pour sortir un dividende, tu peux ne verser un dividende que s'il y a du bénéfice. Ah, Et donc en ok. fait, si par exemple ton bilan comptable il va être à moins 5 000 euros, pas de bénéfice, donc pas possibilité de distribuer un dividende aux associés. Pour distribuer un dividende, il faudrait qu'il y ait un bénéfice de 10 000 euros, que tu l'imposes à l'impôt sur les sociétés. Et une fois ça, bah, tu peux distribuer le bénéfice. Ah ouais, ça, je savais pas exactement. Tu vois, ça, c'est Ouais. un point trop Donc, du bien. coup, Mais t'entends parfois des trucs, ah ouais, trop bien la SCLIS, tu distribues les dividendes et tout. Ouais, bah super, mais s'il n'y a pas de bénéfice, tu distribues rien du tout, quoi. bah oui, donc du coup, si tu fais un gros immeuble avec travaux, plus amortissement et tout, la totale, normalement, Ah tu es bah, en déficit pendant 7 ans, t'es en quoi. déficit, donc les astuces, c'est de mettre du compte d'associé, Oui, d'apport en d'amortir compte du compte courant d'associé. d'associé. Ok. Donc, du coup, admettons, sur un immeuble à 1 million, si tu amènes 300 000 euros de compte d'associé, bah, tu vas pouvoir tout le temps récupérer ta trésorerie liée par le différé d'amortissement, par Oui, mais en plein de l'occurrence, du coup, mécanismes. bah Et ouais. une fois que tu as tout consommé, bah, soit tu fais de la rémunération de gérance, ce qui est super pour cotiser à la retraite, avoir un revenu imposable, augmenter ton seuil pour pas être en LMNP, par rapport à la discussion qu'on avait juste Ouais. avant, ou tu te verses du dividende si tu as du bénéfice. Et souvent, la Ok. rémunération de gérance est hyper intéressante. Ok, donc en fait, en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'en SCI à l'IS, typiquement, tu peux pas te verser de dividendes si t'es pas en bénéfice comptablement. Exactement. Mais par contre, la rémunération de gérance, ça, tu peux, même si t'es pas Ah en ouais, tu vas déficit. être encore plus en déficit, du coup, Oui, comptablement, parce oui, que tu vas te voilà. rajouter une rémunération de gérance, Donc, tu peux quand même sortir l'argent de ta SCI à l'IS, même si elle est déficitaire. mais tu vas choper toute ta trésor, quoi. Exactement. Ok. J'essaye juste de récapituler ce qu'on s'était dit sur le LMNP pour que les gens ils arrivent à suivre. Donc, ce qu'on Oui, a vu, c'est que le côté génial du LMNP, c'est le fait que, en réalité, je suis faiblement imposée et en plus de ça, je ne paye pas d'argent sur le fait que je touche l'argent, alors qu'en SCI-LIS, je vais faudrait, soit avoir une rémunération, soit un dividende et du coup, je vais encore être taxée ah une ouais, deuxième je vais fois. devoir payer de l'impôt sur les sociétés, etc. Là, du coup, l'argent, la trésor excédentaire, j'ai pas besoin de trouver des artifices pas possibles, de faire de la rémunération de gérance, etc. C'est dans ma poche. Alors après, faut qu'on parle de la fiscalité quand c'est dans ta poche. Tu vas me poser la question, mais tu l'as directement chez toi, quoi. Ouais, exactement. Donc, on a compris l'intérêt du LMNP et c'est pour ça qu'il est tellement puissant. Et c'est aussi pour ça souvent que la stratégie de la SCI à l'IS par rapport au LMNP,
en tout cas, tu me diras si je me trompe ou pas, c'est que j'ai plus tendance à recommander le LMNP pour des personnes qui ont envie de sortir l'argent, avoir des revenus complémentaires parce qu'ils font une Ouais, belle opération rentable, par ouais. rapport à la SCI à l'IS, qui, étant donné que sortir l'argent, ça va être plus coûteux, de plutôt, que ce soit pour des personnes qui n'ont pas besoin de revenus complémentaires tout de suite, c'est plus pour encapsuler et faire d'autres investissements. Je ne sais pas si toi, c'est un conseil que tu utilises aussi, ou une vision d'expliquer les choses entre la différence entre les deux. En tout cas, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une bonne vision. Déjà, un premier critère, c'est est-ce que j'ai besoin de l'argent, oui ou non? Et si on n'a pas besoin de l'argent, c'est sûr que la SCI LIS va être très bien. Après, c'est tellement génial la location meublée non professionnelle. Souvent, c'est un schéma hyper intéressant pour commencer. C'est du Oui, nom propre, c'est simple, on a directement la trésor. Tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure ou avant, toi et moi, on n'y comprenait rien. Bah, du coup, c'est quand même confortable pour commencer à comprendre les mécanismes oui, d'amortissement, etc. ouais. C'est un bon bizutage avant la SCLIS. Souvent, c'est bien d'avoir un ou deux bien en LMNP, comme ça on comprend, et puis après, on veut pas passer LMP, on le verra, et on se fait une petite SCLIS sur le côté, c'est pas mal. C'est ça. Moi, c'est ce que je recommande aussi aux. Des fois, il y a des chefs d'entreprise qui viennent tout de suite en disant ouais, mais moi, je veux faire une SCI à l'IS, j'ai une holding, machin, nanan. Mais tu sais, ils ont encore rien Ouais, en nom propre. Tu sais, des fois, je leur dis, ça sert à rien de sortir le bazooka. Si tu peux déjà utiliser un LMNP, tu sais, fais déjà ton premier invest en LMNP. Bon, ça dépend évidemment de chacun, de chaque cas, dans le détail, etc. Il y a des cas où ça ouais. peut être quand même intéressant de commencer en SCI à l'IS, mais tu vois, des fois, en effet, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Ouais, carrément, carrément. La SCLIS, c'est quand on a déjà pas mal investi, quand on veut pas faire de meublé, qu'on achète un immeuble sur lequel il y a un local commercial et de Voilà. l'habitation. Enfin, quand on commence à monter un peu en complexité, quoi. Mais pour commencer, le LMNP avec un appart ou deux, c'est génial, quoi. Bah voilà, ok, bon bah super, en plus on est complètement d'accord, donc c'est génial. Du coup, donc là on en était au LMNP, donc j'ai juste envie, avant donc qu'on attaque un petit peu la partie LMP, parce que c'est le truc qui Ouais, fait peur, j'avais juste envie de préciser par rapport au fameux BIC, micro-BIC, c'est-à-dire qu'en fait en LMNP, donc je l'explique parce que ça je le sais et après tu vas pouvoir corroborer, c'est qu'en gros, alors par contre le seuil je le connais pas par cœur, mais je sais que, 77 700. ah bah parfait, tu vois. Donc en dessous de 77 700 euros de chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire de recettes, loyers, charges comprises que tu touches, tu Exactement. peux choisir le micro-BIC, Ouais, c'est-à-dire d'avoir un abattement forfaitaire de 50%. 50%. Donc, du coup, en fait, quand tu es en location nue, l'abattement, c'est 30% au titre de la taxe foncière, des différentes charges, des intérêts d'emprunt, etc. C'est un forfait un peu pour te faciliter la vie quand tu es en location nue. Et quand tu es meublé, bah, du coup, t'as tous les meubles, quoi. Donc, et puis, forcément, plus de turnover, de rotation, de choses qui cassent. Donc, on te pousse l'abattement à 50%. Et ça peut être, je trouve, intéressant, peut-être pour des biens où il n'y a aucun travaux dedans au départ. Je sais pas, ou est-ce que c'est toujours mieux d'être au réel? Moi, je dirais que ça peut être intéressant. Ça va être, bah non, en fait, c'est intéressant d'être au réel quand tu as des rentabilités. Enfin, je vais le reprendre dans l'autre sens. C'est intéressant d'être au régime micro. À la limite, imagine, tu achètes un appartement 10 000 euros et je provoque, hein, 10 Ok, 000 euros et tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires dessus. Bah, tu seras mieux être à l'abattement à 50% parce que tu vas être imposé que sur 25 000. Si tu passais au régime réel, 50 000 euros de chiffre d'affaires, moins les charges, il y a que dalle moins l'amortissement ok. d'un appartement qui vaut rien, bah, tu vas être imposable sur 45 000 euros. Donc, le régime micro, c'est intéressant quand tu as une très forte rentabilité, ou c'est intéressant, on le Et verra, que le prix de l'acquisition est tellement faible que tu as très peu à amortir. tu as très peu à amortir, ou ça peut être intéressant quand tu as aussi la partie amortissement, c'est valable que si tu possèdes le bien complètement. Donc imagine, Cyril et toi, vous voulez donner la nue propriété à vos enfants des biens. Bah, du coup, la conséquence, c'est que directement, tu pourras plus amortir que l'usufruit, l'usage, puisque la nue propriété t'appartient plus. Dans un cas comme ça, je suis pas sûr que le régime réel soit encore intéressant, quoi. Ok, donc en fait, en gros, il y a des cas où le micro-BIC pourrait être intéressant. Mais on va dire, dans 85% des cas, Ouais, t'es mieux au réel. Mais je serais pas étonné, j'ai pas la stat, mais je serais pas étonné que 60% des gens soient au microbic, quoi. ouais, par facilité, quoi. Par facilité. Et puis moi, je vois souvent des gens qui vont leur conseiller en disant, oh non, mais Dorine, te prends pas la tête, c'est simple, abattement de 50%. Ouais, c'est simple, mais je paye beaucoup d'impôts, quoi. Je vais travailler un mois de l'année juste pour payer mes impôts. Je vais essayer de me Ouais. gratter la tête, quoi.
Donc voilà, ok. Donc en tout cas, je pense que les gens, ils ont bien compris du coup qu'ils peuvent choisir entre le micro-BIC ou le BIC au réel. Donc en fait, BIC, hein, vous mélangez pas tout, c'est toujours bien dans le LMNP, hein, parce que les gens, des fois, ils sont mignons, ils me disent non, je suis pas au BIC, je suis au LMNP. Je fais, Ok. tu vois, je suis non, mais c'est la même chose. Enfin bon, bref, donc j'essaye d'être le plus clair possible. Donc du coup, en effet, donc la personne, elle peut choisir entre le micro-BIC, mais du coup, elle n'a pas tous ces avantages d'amortissement. Non, ouais. C'est dans le forfait. C'est un forfait où tu as 50% et du coup, tu vas quand même payer tes impôts et tes cotisations sociales sur les 50% qui restent. Alors que au réel, bah, tu peux vraiment être en déficit et faire baisser beaucoup plus. Si tu as des gros travaux, un bien avec une grosse valeur, enfin voilà, et beaucoup d'amortissements à faire, c'est probablement intéressant d'être au réel. Donc, on a tout compris. Alors maintenant, j'ai juste, avant qu'on attaque le fameux passage redouté au Ouais, LMP, parce que je trouve ça super important, ouais, j'aimerais qu'on parle 2 minutes de l'actualité ensemble par rapport ouais, au ok. LMNP. Parce que je sais que ça fait un moment que tu écoutes tout ça. Et moi, j'ai fait un épisode il y a très peu de temps là où j'ai un peu engueulé tout le monde en disant arrêtez de vous exciter là avec les changements de loi. Ouais, Moi, ce que j'ai annoncé à mon audience, c'est que en temps et en heure, je referai un épisode pour les changements effectifs qui seront passés. Mais toi, tu as peut-être un premier avis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent sur voilà, les potentiels changements de loi. Est-ce que le LMNP, c'est la fin? Est-ce que maintenant, tu arrêtes de recommander le LMNP à cause de ça, etc. Qu'est-ce que toi, comment tu vois les choses? alors non, moi je pense que de toute façon c'est rogné, c'est un petit peu rogné et ça continuera à être rogné. Après, faut pas prendre ce prétexte pour pas passer à l'action. C'est tellement important de passer à l'action, d'apprendre, etc. Et puis c'est normal aussi de payer la fiscalité. Donc aujourd'hui c'est un régime qui est extrêmement exonéré, donc ils vont essayer de un peu plus taxer les gens. À aujourd'hui, dans le projet de loi de finances 2024, donc le PLF 2024. Il y a pas mal de choses qui étaient proposées. Pour finir, ils n'ont pas retenu grand-chose. Je pense qu'il y a un effet JO aussi 2024 où ils veulent pas que tout le monde retire ses Airbnb, etc. Pour accueillir les Jeux Olympiques. Les seules choses qui ont été actées, c'est que en courte durée, donc globalement, ils vont toujours essayer de, au-delà du régime, c'est aussi de limiter la courte durée parce que ça enlève des mètres carrés habitables dans les zones un peu tendues. Donc en fait, pour la courte durée, avant l'abattement, c'était de 71% si on était validé chambre d'hôte Ouais, ou ou meublé accueil de ou tourisme meublé de classé. tourisme classé exactement. Donc on avait un abattement de 71%, donc 21% de plus que les 50% quand on a la location classique. Et le seuil, c'était plus 77 700 au régime micro, c'était 188 700. D'accord. Et donc là, du coup, ils ont raboté ça. Ils ont dit non, mais maintenant, en fait, on va revenir au même seuil. Quand vous faites de la location courte durée, c'est 77 700 et l'abattement, c'est pareil, c'est 50%. Ok, et ça va passer. Ça, c'est, ouais, ça, c'est fait, ouais. Et ça, c'est fait, quand tu dis c'est fait, c'est dans le projet actuel avant qu'il soit passé, parce que moi, je suis nulle en votage de loi. Là, ça a été voté ou c'est encore dans le processus en ce moment? Tu mets un petit doute, mais pour moi, ça a été voté, ouais. Ok, donc normalement, ça devrait passer. Ouais, pour moi, ça devrait, enfin, c'est passé ou ça devrait passer. Tu mets un petit doute. Ok. Mais de toute façon, ça va dans le sens de toujours limiter la courte durée et de rogner. Et pour celui qui fait de la location longue durée en meublé, du coup, il y a un impact avec cette loi ou... À zéro, non, non, zéro. Ça n'a rien Parce changé du qu'ils tout. avaient parlé du fameux l'amortissement sera pris en compte, machin et tout ça, c'est tombé à l'eau encore tout ça. C'est tombé à l'eau. Ça, c'est Ok. repoussé. À mon avis, c'est plutôt un truc qui va ressortir pour le projet de loi de finances 2025. Et juste pour finir de te répondre sur le projet de loi de finances 2024, donc effectivement, maintenant, la courte durée, ça reste à 50% et le seuil 77 700. Il y a juste une petite étoile et une dérogation. Si on fait de la courte durée en zone rurale, donc là où il n'y a aucune tension locative, l'abattement reste à 71% et c'est limité à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc quelqu'un qui ferait de la courte durée au régime microbique dans les investisseurs sereins et qui est en zone rurale, Et ça, comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir dans quelle zone on est? bah alors là, du coup, c'est facile de savoir en fait quand tu es en zone tendue ou non tendue. Tu as un simulateur au niveau des impôts pour savoir dans quelle zone c'est. Effectivement, par contre, la zone rurale, c'est une bonne question. La dernière fois, j'ai commencé à regarder un peu c'est quoi la définition. C'est la densité, etc. Mais je sais pas te donner une définition exacte. J'imagine que Ok. ça va sortir un peu plus. Mais en gros, si vous faites de la courte durée et il y a pas de maison à 200 mètres à côté de chez vous, enfin, ça va être bon, quoi. Ouais, ok. Ah, mais c'est bien, mais de toute façon, ils pourront faire les recherches. Mais ouais, ouais. Et le projet de loi de finances 2025, il y a deux choses en fait. Donc en fait, les choses globalement qu'ils veulent rogner,
c'est rogner sur la courte durée. Donc là, du coup, ils veulent abaisser le seuil à 50% et 71. Ce qu'ils avaient commencé à évoquer, c'est de soumettre ça à la TVA, parce que en fait, dans la para-hôtellerie, quand on a au moins 3 sur 4 services, bah, on est éligible à la TVA à 10%. Donc Ouais. pourquoi, en fait, quand on a un petit peu moins de services, on n'a pas forcément les 3 services, on n'aurait pas la TVA, ça se discute. Et donc du coup, je pense qu'en 2025, ils vont y revenir et dire qu'en fait, la courte durée, ça va être éligible à la TVA à 10%. Ça, c'est un premier truc. Et l'autre truc qu'ils vont sûrement redire en 2025, c'est que tous les amortissements pratiqués en LMNP, ils voudraient les réintégrer dans le calcul de la plus-value. Pour moi, en fait, ça va sûrement arriver en 2025. Et honnêtement, c'est pas très très grave et ça paraît logique. Pourquoi je dis que c'est pas très très grave? Parce que prenons un exemple, imaginons un appartement qui vaut, je reprends mon exemple d'appartement tout à l'heure qui valait 300 000 euros. J'ai 24 000 euros de chiffre d'affaires. Tous les ans, j'amortis 10 000 euros, ce qui me permet d'avoir un résultat imposable de 5 000 euros. Ces 5 000 euros-là, ils vont être imposables aux prélèvements sociaux à 17,2% et à mon taux marginal d'imposition à l'impôt sur le revenu. Donc, admettons que ça soit 30%. Donc, ça veut dire que j'ai 47,2% d'imposition entre prélèvements sociaux et impôt sur le revenu. Donc, sur 5 000 euros, bah, je vais payer près de 2 500 euros d'impôt. Et du coup, le jour où je le revends mon bien, à la limite 10 ans après, je le revends 350 000 euros. Bah, en fait, avec la partie plus-value des particuliers, si mon bien était à 300 000 euros et je le revends à 350, bon, je fais un calcul très simple, hein, mais du coup, j'aurais 50 000 euros de plus-value. Là, ils vont dire non, non, vous abusez, là, en fait, votre plus-value, c'est pas 50 000 euros, c'est 50 000 euros plus les 10 ans d'amortissement que vous avez mis à 100 000 euros. Donc, vous avez plutôt une plus-value de 150 000 euros. Pourquoi je dis que c'est pas très, très grave? C'est qu'en fait, il y a quand même un gain qui est important, c'est que quand j'enlève 10 000 euros de mon bénéfice comptable chaque année, bah, ça me permet de pas payer 30% de taux marginal d'imposition et 17,2 de prélèvements sociaux. Bah, ça m'évite ça. Et 10 ans après, donc avec l'effet de l'inflation, 10 000 euros de 2023, ça sera pas la même chose que 10 000 euros en 2033. Et en plus, la fiscalité des plus-values, c'est un taux fixe à 19%. Donc 19%, c'est bien inférieur à mon taux marginal si je suis à 30. Et en plus, année après année, on peut revenir un peu plus en détail sur comment se calcule la plus-value, mais en fait, il y a des abattements pour détention. Exactement. Et donc, du coup, ça, on en bénéficiera toujours. Donc, par exemple, si je prends l'exemple, 10 ans après, le taux d'imposition moyen, donc normalement, le taux, c'est 19% de taux forfaitaire à l'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Mais comme il y a il y a des abattements pour durée de détention, en fait, ça fait un taux équivalent, je me le suis noté, de 29%. Donc en fait, effectivement, je vais refiscaliser mes amortissements pratiqués à 29%. Bah, c'est bien plus intéressant que si je les avais fiscalisés à 30% de taux marginal d'imposition et 17,2 de prélèvements sociaux. Puis 100 000 euros qu'on me refiscalise en 2033, ça n'a rien à voir avec la valeur des 10 000 euros en 2023, 24, 25, 26, 27. Et au bout de 30 ans, on est complètement exonéré, quoi. Et en fait, ce que j'avais envie de dire, parce que je voulais rebondir, c'est que, en fait, concrètement, en final, de tout ce que tu me racontes, déjà dans les lois qui sont passées, ça, par exemple, quelqu'un qui fait du Airbnb au réel, ça change rien à Ça sa vie. change rien du tout. Non, ça change rien à rien de rien de rien de rien de rien. De rien, de rien. Non? Nous, par exemple, et imaginons maintenant ce que tu as expliqué qui pourrait passer en 2025, parce qu'on n'en est pas sûr, la TVA à 10%, typiquement, bah, ok, tout le marché sera de toute façon logé à la même enseigne. Donc, au pire, les prix vont être un peu plus hauts pour tout le monde en location courte durée. Ouais. Voilà, ok, il y aura un petit avantage pour les hôtels, ils seront un petit peu plus compétitifs après par rapport au. Ok, mais c'est pas non plus la méga compétitivité à cause des 10% de TVA qui va changer la donne. Non, exactement. Et troisièmement, par rapport à l'impôt sur la plus-value qui va être calculé différemment, moi, c'est justement ce que j'expliquais dans le podcast, c'est qu'on est sur l'imposition sur la plus-value des particuliers, et c'est exactement comme une résidence secondaire, c'est-à-dire que si ça fait 30 ans que tu possèdes ton truc, de toute façon, tu es déjà exonéré. Donc en fait, qu'il y ait l'amortissement ou pas, si On ton s'en plan, fiche. c'est garder ton bien pendant 30 ans, bah, tu payeras quand même pas de plus-value. Donc, même s'ils font tous les changements de loi avec les histoires d'amortissement, ça ne changera rien. Ouais, Et nous, comme exactement. on est les investisseurs sereins, et que nous, on n'achète pas pour revendre dans 5 ans, parce que bah, quand tu as rénové un immeuble et qu'il tourne, c'est pas pour le vendre dans 5 ans, quoi. À un moment donné, tu as envie de le garder un petit peu. Ouais. Bah, du coup, tu t'en fiches. Enfin, donc, c'était juste pour dire, faire un petit appui concret.
Puis à un moment, en fait, c'est aussi normal un peu de payer de la fiscalité. T'imagines, t'as pas la TVA, t'es pas imposable sur le revenu par l'effet de l'amortissement. Quand tu le revends, t'es exonéré, enfin, t'es de partout. Bah, c'est aussi logique qu'ils rabotent un peu des trucs en disant, bah, quand tu vas à l'hôtel, il y a de la TVA, on va mettre de la TVA. Quand tu amortis, ça fait 10 ans que tu me fais croire que ton appartement, il perd de la valeur par l'amortissement. Bah, tu le revends, je te les réintègre. Et globalement, ça reste quand même assez intéressant, c'est assez normal. En fait, moi, je trouve ça, c'est dommage, mais c'est normal. Ouais, bon, moi, je suis plutôt dans de l'avis où j'ai envie de favoriser les gens qui se bougent et qui rénovent des biens et je trouve ça génial de les récompenser. Donc, moi, je trouve que moyen d'impôt, mieux c'est pour les gens qui font tout ce travail. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça, moi, ça a tendance à m'agacer parce que des fois, de me dire, tu sais, d'être mal vu alors que tu fais un travail que personne ne veut faire en réalité, d'être Ah bah c'est sûr. responsable de locataires, de gérer des travaux, de machin, personne ne veut le faire. Donc, je trouve ça quand même bien qu'il y ait des avantages. Ouais. Parce que sinon, je veux dire, enfin, qui le ferait, quoi. Je veux dire, déjà Non, qu'il non, n'y a mais c'est personne sûr. qui veut le faire. Alors, si en plus, enfin, pas beaucoup de monde, en tout cas, se lance dans Ouais. l'aventure. Mais bon, ça, c'est mon point de vue perso. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'au final, en fait, concrètement, là, tout le blabla qu'il y a eu, tout le tapage médiatique, concrètement, mais c'est pareil, C'est du bruit. c'est du bruit et des poussières, quoi. Enfin, ça change rien, quoi. Enfin, c'était juste pour Non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Ouais. trop bien. Et en plus, j'ai un expert en face de moi, donc ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais ouais, ouais, mais bon, après, c'est bien de se renseigner et évidemment, je referai un petit point sur le podcast en janvier pour redire peut-être les modifs qui sont passés concrètement, mais c'est pas énorme a priori. Le côté positif de ça et qui va dans notre sens à tous les deux, c'est que ça te pousse aussi à avoir une vision à long terme et avoir la détention longue, se dire j'achète ce bien-là parce que je pense que durablement il est bien, je vais mettre des matériaux de qualité parce que durablement je veux le garder, je vais l'exploiter sur une vision à long terme, je vais avoir des bonnes relations avec les copropriétaires de l'immeuble, avec tout le monde parce que je m'engage à long terme. Ça pousse à s'engager à long terme et pas faire des allers-retours à pu en finir. Puis toi comme moi, on a beaucoup investi, donc tu sais que c'est costaud en termes de temps de charge mentale d'investir. Donc, une fois que tu l'as, t'as plus envie de le vendre, quoi. Ouais, une fois que tu as les immeubles qui tournent, mais tu te dis, Ah mais moi bah je m'en ouais, fous de tes c'est trucs de clair. plus-value. Moi, de toute façon, je veux pas vendre, hein, donc tu peux me faire toutes les lois sur la plus-value, il n'y a pas de souci, je vends pas. Donc, Exactement. non, mais voilà. Non, mais excellent. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que bah, là, maintenant, on en est arrivé au stade de l'épisode où on a quand même bien parlé du LMNP, des changements de loi du LMNP, etc., de l'avantage du LMNP. Et maintenant, ben, imaginons, la personne qui nous écoute, elle a investi en LMNP, elle a fait des belles opérations, elle a son petit cash flow, elle a compris le mécanisme, que c'était intéressant le LMNP, et elle commence à faire des immeubles, elle commence à avoir des belles recettes, et elle se dit, bah, zut, là j'aimerais bien arrêter de bosser, mais là si j'arrête de bosser ou si je passe en 4/5e, ben du coup, je vais passer au fameux loueur meublé professionnel, je ne serai plus LMNP parce que, et c'est logique, et ça je peux l'expliquer vite fait avant que tu nous expliques tous les incidents, c'est que, bah, en fait, comme tes revenus du foyer vont être majoritairement issus de tes locations meublées, Ouais. bah, ils vont considérer que finalement ton métier principal, c'est la location meublée. Donc, tu vas devenir un professionnel de la location meublée, même si tu as un autre métier à côté, parce que finalement, ton métier qui te rapporte le plus d'argent aujourd'hui, ce sera la location meublée. Donc ça, c'est la logique derrière. Mm. Et là, crise de panique, moi je me rappelle très bien, hein, avec Cyril, on se disait, mais oh, on va passer le loueur meublé professionnel. Ça y est, cotisation sociale. Ça y est, c'est fini, c'est la fin, c'est la fin. Et nous, vraiment, vraiment, hein, on a fait des recherches pendant des heures et des heures et des heures et des heures de crise panique. Et en plus de ça, ils sont malins sur les journalistes sur Internet, parce que si tu lis des articles sur le LMP, ah non, je fais pas ça. Sinon, je vais passer en LMP. Sinon, je vais passer en LMP. Comme si, en fait, le passage en LMP, c'était la catastrophe absolue. Et on a dû ramer et lire et lire et lire pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a de si catastrophique dans le LMP? Voilà, donc maintenant, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi qui fait peur quand on passe en LMP, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a peur? C'est quoi la raison de la peur? Concrètement, qu'est-ce que ça change? Déjà, je me revois complètement dans ce que tu as dit juste avant, à épurer avec tous les articles qui se contredisent et t'arrives jamais et tu reboucles avec. Du coup, là, je me revois complètement. Ça a d'ailleurs été une motivation pour repasser mon master en gestion de patrimoine. J'ai j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de comprendre. Et qu'est-ce qui fait peur? Je pense que c'est comme plein de sujets. C'est dès que tu écluses Internet, que tu allumes TF1, que tu regardes les médias, etc. C'est hyper orienté. Je pense que effectivement, c'est ce qui fait peur, c'est qu'on perd l'exonération
des particuliers lors de la plus-value. Ça fait hyper peur d'être assujetti aux cotisations sociales, le RSI, c'est horrible, on se fait fracasser, etc. C'est plein de croyances et c'est comme tout, une fois que tu rentres dans le détail, que tu prends des éléments, que tu comprends, tu te dis ah bah ouais, ok, c'est pas si méchant, voire même il y a des cas où c'est hyper plus avantageux que la fiscalité des plus-values des particuliers. Donc on va en parler quoi. Ah ouais, parce que justement, en fait, moi, je me rappelle pourquoi. Parce que je ne sais pas si c'était en 2019, 2020 ou 2019. En fait, il y avait eu un changement de loi sur les règles de passage de LMNP vers LMP. Parce qu'avant, il y avait trois conditions. Exactement. C'était la fameuse condition bah, du coup, du montant minimum de 23 000 euros. Mhm. Il y avait la condition en plus des revenus du foyer. Chambre de commerce. Voilà, et la troisième condition, c'était la fameuse, il faut être enregistré au RCS. Et Ouais. si tu n'es pas enregistré au RCS, c'est bon, tu restes à l'MNP. Maintenant, tu n'as plus besoin de t'enregistrer, tu bascules automatiquement à LMP. Donc là, tout de suite, tu te disais, bah, ça veut dire forcément que ça veut dire que c'est beaucoup plus intéressant d'être en LMNP parce que s'ils enlèvent cette clause, ça veut dire qu'ils veulent que tu passes en LMP, forcément, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu payes plus d'impôts, logique. Sinon, ils ne te forceraient pas à passer en LMP. Alors Ouais. qu'en réalité, il y a plein d'avantages à être en LMP. Et de ce que j'ai compris des lois même, il y a des LMNP qui rêveraient d'être LMP. Oui, pourquoi pas. Il y a quelques cas où t'es mieux à être LMP, ouais. Ouais, donc en fait, voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques maintenant concrètement, c'est quoi LMP, qu'est-ce que ça change par rapport au LMNP? Bah, déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, quand tu es LMP, en fait, tu es dans le vrai régime des bénéfices industriels et commerciaux, parce que le LMNP, ce qu'on a dit au début, c'est un régime dérogatoire. Donc là, en fait, t'es dans une fiscalité hyper classique, sur lequel, en fait, tu as une activité de BIC, tu vas faire du bénéfice, et du coup, ton bénéfice, bah, il va être taxé aux cotisations de l'URSSAF, comme si tu avais ta SARL, que tu te versais de la rémunération, etc. Ça va être pareil. Et donc, du coup, tu vas être imposable aux cotisations à l'URSSAF et à l'impôt sur le revenu. La petite subtilité, c'est que le principe à l'URSSAF, c'est que si ton bénéfice comptable est inférieur à zéro, bah, tu auras uniquement un forfait à l'URSSAF à payer qui est un petit peu moins de 1200 euros, je crois que c'est 1162, parce que par défaut, t'as des cotisations au pourcentage et des cotisations forfaitaires si tu es en dessous de certains seuils. Donc tu vas payer ce montant minimum-là, et à l'impôt sur le revenu, vu que tu n'as pas de bénéfice, bah, tu vas payer aucun impôt comme quand tu es en LMNP. Donc déjà, si tu es en déficit, la seule différence fiscalement entre LMNP et LMP, c'est que tu vas payer un forfait social de un peu moins de 1200 euros, ce qui peut être un vrai avantage, comme toi ou moi ou des gens qui veulent arrêter de travailler, c'est que ça te permet en plus de cotiser à 3 trimestres par an pour la retraite. Ah bah très bien. La retraite, c'est un de mes sujets principaux. J'adore. Ouais, je sais. On fera un épisode, c'est promis. On Ça fera un marche. épisode retraite. Du coup, ça te permet, tu te dis, en fait, bah, cotiser 3 trimestres pour 1200 euros, c'est quand même assez intéressant. Donc là, pour le moment, c'est la seule différence. Attends, parce que là, j'ai une question technique qui me vient. Parce que, en l'occurrence, Cyril et moi, on est déficitaires et on paye les fameux 1200 euros par an et ça ne change pas la vie du cash flow parce que ça représente 100 euros par mois. Donc, Ouais, concrètement, c'est pas dramatique par rapport au vu du cash flow qu'on génère tous les mois. exactement. Mais la question que je me pose par rapport à ça, nous, typiquement, l'activité, on est en couple et on est déclaré, c'est Cyril qui est déclaré en tant que dans le nom. Donc, la retraite, les fameux 3 trimestres, c'est pour lui ou c'est pour moi? Mais vous payez tous les deux 1160, 1200 euros ou que lui? Je pense que c'est que lui, ouais. Donc c'est lui qui cotise à la retraite Ah, et ah, pas c'est lui moi. qui cotise à la retraite et pas toi. Ok, bon bah très bien, je le sais. Donc du coup, en fait, effectivement, c'est que lui qui est déclaré. Et donc lui, il a un forfait social de 1200 euros. Mais si vous étiez déclarés tous les deux en indivision, il y aurait deux forfaits à l'URSSAF. Donc tous les deux, vous auriez le droit à la retraite. Donc ce point-là, il est quand même intéressant. Il y aurait une réflexion à avoir pour toi sur comment tu te génères des trimestres de retraite, tu vois, en termes de rémunération de gérance sur d'autres activités ou autre chose. Mais là, il y a que celui qui cotise qui a le droit d'un trimestre. Et en plus de ça, attends, là je te fais des questions pointues parce que moi j'adore les questions pointues, ouais, ça me vient tout de suite. Mais imagine la personne qui nous écoute et en fait elle passe LMP parce qu'elle a acheté des gros immeubles, mais en plus elle est salariée du coup, elle cotise 2 fois à la retraite. Ah ouais. Là, du coup, Et elle est est-ce que partie c'est en grave en activité. soi? Bah là, c'est 1200 euros perdus là. Pour le coup, s'il y a des salariés qui gagnent, enfin, je sais pas, 2000 euros à côté, bah du coup, ces 2000 euros, ils sont soumis à cotisation au global à hauteur de 80% patronale et salarié. Et à l'intérieur de ça, bah tu vas valider des cotisations retraite de base complémentaires, etc. Donc en fait ça sert à rien de payer les 1200 Ah euros en bah là, ça plus. sert à rien. Là, t'as pas le choix, mais tu payes pour rien. Tu payes pour rien.
Il faudrait faudrait qu'elle quitte son boulot, qu'elle se mette à son compte et Oui, oui. qu'elle passe en SARL et du coup, là, elle serait complètement à l'URSSAF parce que l'URSSAF va payer les cotisations sur l'ensemble de ce qui est travailleur non salarié, donc LMP et autres activités type gérant de SARL, etc. Ok, donc déjà, on a compris donc le premier point. Les cotisations, quand on est déficitaire, de toute façon, il y a le plafond minimum à payer qui est de 1 200 euros environ. C'est ça. Et si je suis bénéficiaire, donc c'est-à-dire que j'ai des bénéfices, combien est-ce que ça va me faire payer du coup? Du coup, là, on va prendre un exemple pour comparer. Admettons qu'on ait un bénéfice de 10 000 euros. Ok, Eh ben, si je suis LMNP et que j'ai un taux marginal d'imposition à 30%, je vais payer 3 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 1 720 euros au titre des prélèvements sociaux, ok. Donc 47% grosso modo. 47,2%. Quand Voilà. je suis LMP, bah, ce montant est soumis aux cotisations sociales. En général, c'est un taux moyen de 45%. Et là, en fait, les cotisations sociales, c'est pas sur le bénéfice qu'on a, c'est en fait, ils vont dire, OK, vous avez un bénéfice de 10 000 euros, ça veut dire qu'il y a 7 000 euros de rémunération imposable et 3 000 euros de cotisation, parce qu'en fait, les cotisations sont déductibles du bénéfice. Tu vois bien que 45% de 7 000, 7 fois 4, 28, tu tombes sur les 3 000 euros que je viens de te dire. Du coup, on va dire, bah, t'es LMP, il y a 10 000 euros de bénéfice, donc ça se dispatche avec des cotisations à l'URSSAF. Donc en fait, ton vrai bénéfice, c'est 7 000 de bénéfices nets et 3 000 euros de cotisation à l'URSSAF. Tu vas payer tes 3 000 euros de cotisation à l'URSSAF et les 7 000 euros vont être imposables à l'impôt sur le revenu à hauteur de 30%. Donc 3 fois 7, 21, 2100 euros. Dans ce cas-là, tu vas payer au total 5 100 euros de cotisation URSSAF plus impôt sur le revenu à comparer aux 4 720 euros juste avant. Ça t'a coûté 500 euros de plus pour cotiser si t'es pas salarié ou que t'as pas d'autre activité. Là, par 500 euros de plus, tu viens de cotiser à la retraite, à plein de choses en plus en termes de droits sociaux, quoi. Ouais, donc en gros, ce que tu as envie de dire, c'est que je passe en LMNP, j'étais à 47,2% sur mes bénéfices, à environ 51% en LMP. Donc, c'est pas non plus le grand écart, quoi. T'as 5% de différence entre les deux, donc c'est pas méchant pour en plus t'offrir vraiment cotisation à la retraite de base, retraite complémentaire, droit à la sécurité sociale. Enfin, il y a plein de choses auxquelles toutes les cotisations auxquelles tu vas avoir droit, quoi. Et du coup, dans le LMP, t'as pas parlé du taux marginal d'imposition. Ça, il rentre pas en compte? Si, si, parce qu'en fait, je suis parti de l'hypothèse que tu sois LMNP ou LMP, le contribuable avait un TMI de 30%, quoi. Ok, donc en gros, ça c'est excellent. Donc on a tout bien compris que en soi, c'est pas, il n'y a pas de drame. Non, c'est vraiment pas grave. Franchement, Il n'y a pas de drame. Tu passes de 47 à 51, ça va. C'est pas non plus. ça va. Et si tu as un TMI à 11, tu vas passer de 20, on aurait pu faire le calcul, mais t'as pas beaucoup de différence, quoi. Et du coup, il y a d'autres axes encore à réfléchir. Les autres différences, tu avais parlé de la plus-value. Alors la plus-value, elle va pas être pareille. La plus-value, dans certains cas, elle va être plus élevée. Dans certains cas, elle va être moins élevée. Pour la comprendre, il faut comprendre comment en fait se calcule la plus-value quand tu es professionnel. Donc en fait, quand on est déjà, je vais réexpliquer, quand on est non professionnel, c'est la plus-value des particuliers. Donc la plus-value des particuliers, ça se calcule comme ça. On va regarder en fait quel est le prix de vente du bien. Donc je reprends mon appartement de 300 000 euros. Si je le vends 350 000 euros, on va dire bah pour les particuliers, il a été vendu 350 000 euros. Je vais enlever les frais de diagnostic ou les frais d'agence ou autre chose. Je vais arriver, je sais pas, à 345 000. Je vais reconstituer le prix d'achat un peu théorique qui est utilisé pour le calcul de la plus-value particulier. Donc ça va être un appartement, je sais plus combien on avait dit, mais qui était revenu à 300 000 euros. Je pars de l'hypothèse qu'il n'y avait pas de travaux pour simplifier. Mais ça, c'est prix d'achat plus les frais de Non, notaire. prenons par exemple 10 000 euros de plus-value, du coup, après tous ces calculs. Comme ça, ce sera plus simple peut-être pour voir qu'est-ce qui est prélevé. Sur 10 000 euros de plus-value, là, du coup, tu vas avoir 10 000 euros de plus-value. Et là-dessus, en fait, tu vas mettre des abattements pour détention. Donc, le 10 000 euros, il va plus ou moins baisser pour arriver à zéro si tu es à 30 ans. Et ça va être imposable à 19% d'impôt forfaitaire, d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Par contre, quand tu es LMP, c'est pas comme ça que ça se calcule. Tu vas distinguer la plus-value à court terme et la plus-value à long terme. Très bien, ça, je veux bien que tu m'expliques parce que tu vois, je maîtrise pas parfaitement ce sujet-là. Comment ça marche? C'est un appartement qui t'est revenu à 300 000 euros que t'as amorti sur une valeur de 300 000. Donc disons une plus-value de 10 000.
10 000 de plus-value, non? Du coup, ça t'est revenu à 300 000 euros et tu le vends 310. Voilà. Donc en fait, 300 000 euros, tu l'as acheté il y a 5 ans, on va dire un peu plus, 8 ans, tu verras pourquoi. Donc on va dire 8 ans. Donc ça fait 8 ans que tu pratiques des amortissements à hauteur de 10 000 euros. Ok. Donc on va dire la plus-value long terme, c'est 10 000 euros. C'est en fait quand tu as commencé à l'amortir, tu l'as vendu, il était à 300 000 euros et tu le vends à 310 000. Donc en fait, il y a une plus-value long terme de 10 000 euros et une plus-value court terme qui a été l'ensemble de tes amortissements pratiqués depuis le début. Donc 8 fois 10 000 Ok. euros, 80 000 euros. La plus-value court terme, c'est un peu le pipeau que le particulier a sorti depuis des années en disant, vous comprenez, mon appartement a perdu de la valeur, j'amortis, j'amortis, j'amortis. On se rend compte qu'en fait, c'était pas vrai. Donc en fait, on va dire qu'il y a une plus-value court terme à hauteur de 80 000 euros et une plus-value long terme à hauteur de 10 000 euros. Donc Ok. cette plus-value court terme, bah, du coup, c'est assez logique, elle va être réimposée comme elle aurait dû l'être à l'origine. Ça veut dire que là-dessus, on va payer du taux marginal d'imposition et les cotisations URSSAF. Donc dit autrement, 80 000 euros de plus-value, je prends ma calculette pour arriver à faire un truc cohérent, divisé par 1,45. On va dire, OK, il y a 80 000 euros de plus-value court terme, ça veut dire qu'il y a 55 000 euros d'équivalent rémunération et le reste, 35 000 euros qui est à rendre à l'URSSAF parce qu'on va dispatcher, tu vois bien que 45% de cotisation appliquée sur 55 000, on va revenir sur... ah non, pardon, j'ai une bêtise. 35% de 55, on va revenir sur 25 000. C'est 25 000 euros de cotisation à l'URSSAF. Ok. On va bien retomber sur 80 000 euros. Donc déjà, tu as une première fiscalité où on va dire, bah voilà, il y a sur les 80 000, ça se dispatche entre 55 000 de rémunération et 25 000 de cotisation URSSAF. Donc on a 25 000 euros de cotisation URSSAF à payer. Et sur les 55 000, bah, ça va être imposé à ton taux marginal d'imposition. Donc si on est à 30%, fois 0,30, donc il y a 16 000 euros à payer là-dessus. Donc on va avoir Donc en 16 000 tout sur les euros, 80 000. Moi, je veux savoir le total. Donc sur le 80 000, je paye combien? 16 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 25 000 au titre de l'URSSAF. Sachant que ça, c'est le cas général, mais je vais Donc te c'est la sortir moitié, directement quoi. ouais, mais je vais te sortir une exonération juste derrière. C'est juste pour que tu comprennes le mécanisme, parce Ok. qu'après, il y a des exonérations. Et sur les 10 000 euros de plus-value à long terme, c'est la flat tax. Donc c'est 12,8% d'impôt forfaitaire et 17,2% de prélèvements sociaux, Ok, ce qui donc fait un total de 30%. 30, donc 3 000 euros. Ok. Donc c'est quand même pénible parce que déjà, ça a pris en compte mes amortissements alors qu'en LMNP, ça prenait pas mes Ouais. amortissements, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc là, du coup, quelque part, tu t'es fait refiscaliser ce que tu avais gagné tout le long du chemin. Ok, mais alors tu m'as parlé d'exonération, alors faut que tu Alors, m'expliques. voilà ça. Alors, du coup, il va y avoir plusieurs. Comme là, on est vraiment sur la partie des professionnels, on va Ouais. te donner des exonérations. Donc, en fait, on va privilégier que tu sois sur de la location meublée ou sur de l'activité commerciale. Hein. On va dire, bon, bah, si vous avez des petits chiffres d'affaires, c'est-à-dire moins de 90 000 euros, bah, vous vendez votre activité, on va vous aider, en fait. Donc, en fait, si tu as moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires, et que ça fait plus que 5 ans que tu exerces, donc ça fait plus que 5 ans que tu es LMP, pour les plus que 5 ans, c'est pas obligé d'être continu. Tu peux être 3 ans continu, puis revenir LMNP, puis revenir LMP, etc. On va regarder le nombre d'années cumulées, même si c'est dur sur 10 ans, mais le nombre d'années où tu as été LMP. Donc si tu es plus que 5 ans, tu vas pouvoir bénéficier de cette exonération qui est le 151 septies du Code général des impôts. Donc si tu es inférieur à 90 000 euros, tu vas être... Donc ça, on est bien sur le Donc Code attends, tu veux général dire des que là, je suis impôts. exonérée de tout? Non, tu es exonéré de tout ce qui se raccroche au Code général des impôts, c'est-à-dire la flat tax, donc les 3 000 euros sur les 10 000 euros Sur la plus-value long exonérés, terme? plus long terme, et l'impôt sur le revenu, les 16 000 euros qu'on a dit tout à l'heure, les 30% sur les 55 000, totalement exonérés. Donc je paye plus que 25% là. Oui, parce que là, on est sur, c'est ce que je te disais au début du podcast, ce qui est compliqué, c'est que tu as le code de la sécurité sociale, le code général des impôts, le code civil. Donc là, c'est juste l'article 751 septies du code général des impôts, c'est que pour le code général des impôts. Donc là, tu viens d'être exonéré de 16 000 euros au titre de la plus-value court terme pour l'impôt sur le revenu, et tu es totalement exonéré de la plus-value long terme, aussi bien prélèvements sociaux que l'impôt sur le revenu, donc tu vas payer 25 000 euros. Alors, je recommande à tous les auditeurs, hein, j'espère que vous avez pris dès le début de l'épisode un papier C'est et un clair. crayon, parce Prenez que des notes parce j'ai que mon papier, j'ai mon crayon, et du coup, j'arrive à suivre grâce à ça, parce que je prends des notes. Mais j'espère que tout le monde a suivi. Donc, en gros, si jamais j'ai un petit chiffre d'affaires inférieur à 90 000 euros tous les ans, au final, ça me revient à 25%. ouais, sur les 2 dernières années. Si pendant 5 ans, tu es LMP et tu as eu des gros chiffres d'affaires
et tu as envie de vendre et tu baisses un peu tes loyers ou tu Pendant les 2 changes dernières années, tu passes les là. dernières années, on va regarder les 2 dernières années, tu vas basculer LMP. Du coup, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que là, du coup, ça peut être plus cher ou ça peut être moins cher que du LMNP. Ça va dépendre des cas. Dans le cas que tu m'as dit ici, ça va être plus cher parce que la plus-value long terme est tellement petite, 10 000 euros. Là où ça peut être hyper intéressant, donc là, on voit que le LMP va être peut-être un petit peu plus cher que le LMNP. Après, on a quand même des exonérations qui sont intéressantes. Là où ça va être hyper intéressant, c'est imagine ton appartement, tu le vends 500 000 euros 8 ans après. Ah, ok, je vais avoir 25 000 euros au titre de l'URSSAF à payer sur ma plus-value court terme de 80 000 euros, tu sais, qu'on a dispatché entre rémunération et cotisation URSSAF, mais entre 300 et 500, t'es zéro, quoi. Parce que moi, j'ai pas compris sur pourquoi ils entendent court terme. En fait, c'est les amortissements, c'est ça? Le court Oui, c'est terme, ça, court terme, c'est les amortissements. court terme, c'est les amortissements. Long terme, c'est la vraie plus-value. Ouais, La voilà. vraie plus-value, à combien tu l'avais amorti au début ou combien il valait, et combien tu vends. Donc, en fait, plus c'est tard, plus ta plus-value court terme est élevée parce que tu as beaucoup Oui, amorti. c'est ça, ouais. Et donc, du coup, plus ça va être tard, plus ta plus-value, bah, imagine, c'est au bout de 30 ans, tu vas avoir l'ensemble de ton amortissement qui va être réintégré à l'URSSAF. Tu vas être exonéré d'impôt sur le revenu, de flat tax. Mais imagine ton appartement de 300 000 euros, tu le revends extrêmement cher. Imagine, tu le vends, comme dans mon exemple, 500 000 euros au bout de 10 ans. Bah, sur la différence entre 300 000 et 500 000, tu es complètement exonéré de flat tax. Bah, tu paieras au global beaucoup moins de fiscalité. Ok, parce que en fait, si tu fais une énorme plus-value long terme, comme elle est exonérée, c'est génial. Alors que, ok, non mais laisse tomber. Non mais c'est pointu là. Là, franchement, c'est Là, chaud c'est pour. pointu. Là, c'est la conversation de geek. Voilà, c'est ça. Mais Ok. du coup, tu vois bien que, alors, du coup, ça, c'est une première optimisation que je te dis, c'est si tu fais une énorme plus-value long terme là-dessus, ok, tu l'as gardé 8 ans, tu vas devoir réintégrer les 8 ans d'amortissement. On a fait simple, on a dit 80 000 euros, c'est 25 000 euros de cotisation URSSAF, qui est pas des cotisations perdues, parce qu'en plus, tu vas cotiser des trimestres, valider des droits à la retraite, etc. C'est pas de l'argent complètement perdu. Et par contre, ta plus-value long terme, c'est zéro. Alors que sur la plus-value des particuliers, bah, si tu avais fait 200 000 euros de plus-value, je faisais mon petit calcul, dans la plus-value des particuliers, il te reste encore 29% en 10 ans, t'es plus à 37,2, t'es à 29%. Donc 29% de 200 000 euros. Du coup, tu vas plutôt être à 58 000. C'est bien supérieur à tes 25 000 euros à l'URSSAF, quoi. Non mais hyper intéressant. J'ai une autre astuce, c'est que une fois que tu es LMP, il faut pas détenir les biens au moins 5 ans, il faut que toi, tu sois au moins LMP 5 ans et pas forcément de manière continue, mais imagine là, vous êtes en LMP, quand vous êtes au bout de 5 ans LMP, si tu veux te faire un petit achat-revente, tu peux acheter un appartement, volontairement dans ton plan d'amortissement, pas trop l'amortir, tu le gardes 2 ans, tu fais une énorme plus-value, bah, tu es exonéré sur la plus-value long terme. Donc c'est en termes de, tu vois, un petit aller-retour sur un achat-revente Mais attends, mais pour que je sois exonérée de la plus-value long terme, il faut quand même que mon chiffre d'affaires soit inférieur à 90 000 euros, ce qui n'est sur pas le cas. l'ensemble. Exactement. Donc, il faudrait que je baisse un petit peu mes locations. Oui, c'est ça, oui. Alors du coup, Ok, là, c'est pas intéressant. C'est intéressant, effectivement, quand tu restes dans le critère des moins de des 90 moins de 000 euros. 90 000 euros. Ensuite, tu as un petit seuil entre 90 000 et 126 000 où de manière linéaire, tu vas être exonéré 90 000 euros, l'ensemble de ce qu'on a vu. Et puis à 126 000, tu perds complètement l'exonération. Ok. Donc au milieu des deux, à 108 000, tu es exonéré à Je crois que nous, on 50% est de flat plus que tax. 126 000 euros le chiffre Ah bah du d'affaires. coup, tu bénéficies d'aucune exonération. Tu peux en Ok. avoir une autre qui est le 151 septise B du Code général des impôts. Donc encore une fois, la partie URSSAF, tu seras complètement imposé parce que c'est le Code de la sécurité sociale. Mais le 151 septise B du CGI, il dit, indépendamment du chiffre d'affaires, donc ça peut être pour vous, quand tu es LMP plus que 5 ans, chaque année au-delà, tu vas avoir un abattement de 10%. Donc ça veut dire qu'au bout de 15 ans, tu es complètement exonéré. Attends, tu veux dire que si je vends mon immeuble dans 15 ans, j'ai pas d'impôt sur la plus-value en LMP? Tu vas payer l'URSSAF Ok. parce que le Code de la sécurité sociale t'exonère pas. Et tu vas payer la partie prélèvements sociaux sur la flat tax. Donc tu vas avoir 17,2%, tu vends dans 15 ans par exemple. Ok. Tu vas avoir, parce que donc au bout de 5 ans, tu as 10% par an supplémentaire, donc au bout de 10 ans au-delà de ça, tu as 100%, donc au bout de 15 ans, tu es complètement exonéré. Donc tu vas avoir uniquement à payer au bout de 15 ans l'URSSAF sur les amortissements et 17,2 sur la plus-value long terme. Mais c'est pas très grave, hein, c'est pas énorme non plus, quoi. Ok. Et après, tu as, en plus des exonérations, je vais pas le dire là, mais
comme c'est vraiment l'activité BIC standard, tu vas avoir des exonérations si tes enfants veulent reprendre ton activité, tu vas avoir des exonérations si tu prends ta retraite, parce qu'en fait, on est sur de la petite entreprise. Donc, on va aider les gens qui ont une petite entreprise à vendre, céder, transmettre. Donc là, je t'ai dit les deux principaux, 151 septis du CGI, 151 septis B, mais du coup, tu as quand même des trucs assez intéressants, quoi. L'autre astuce, et je t'en dis une dernière, et l'autre astuce, c'est que vraiment pour être qualifié, pour la qualification de quand tu revends, c'est comment tu es qualifié au moment de la vente. Donc si tu as été LMNP, puis LMP, puis LMNP, on va regarder comment tu es au moment de la vente et 2 ans avant, quoi. Bah, ça, c'était un peu notre plan B avec Cyril, c'était que on réaugmente nos revenus ou on baisse nos revenus et on vide un peu nos immeubles avant de les vendre dans 30 ans pour potentiellement rebasculer dans le régime qui nous arrange. Mais bon, on se dit d'ici là, En fait, je m'étais on posé la verra, même quoi. question. Je m'étais posé la même question, mais en même temps, si pour remonter en revenus et t'exonérer des cotisations URSSAF sur la partie court terme, bah, tu es obligé de ta SARL à côté de te verser, je sais pas, 100 000 euros de rémunération sur lequel tu vas payer 45 000 euros de cotisations sociales. Bah, au final, tu vas payer des cotisations pour éviter de repayer de l'autre côté. Je m'étais fait le même calcul, puis à la fin, je m'étais dit, mais de toute façon, c'est con parce que Dans tous les cas, t'en payes, quoi. Mais en tout cas, c'est un truc en effet qu'il faut se poser les calculs à un moment donné, au moment où tu veux le faire, mais ça sert à rien de se prendre la tête là, 20 ans avant ta faut vente. avancer, quoi. D'ici là, en plus, les lois, elles auront peut-être encore changé. Exactement. On se posera la question à ce moment-là. Non, mais super. Alors, du coup, par rapport donc au fameux passage du LMNP au LMP, on avait vu les fameuses cotisations à l'URSSAF. On a vu l'impact de la plus-value pour l'impôt sur la plus-value. Est-ce qu'il y a d'autres impacts de ce passage du LMNP au LMP ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, moi, j'en vois Ok, pas. ok. Non, mais du coup, c'est hyper clair. C'est hyper clair et je pense qu'on est bien là. On a fait un bon tour. En tout cas, j'espère que ceux qui nous ont écoutés, ils ont réussi à nous suivre jusqu'ici. Bravo à ceux qui m'ont suivi jusque-là. C'était un peu technique. J'espère qu'ils ont pris un papier à crayon ou qu'ils réécouteront avec un papier à crayon. Ouais. Mais en tout cas, là, franchement, au moins les choses, elles sont hyper claires et j'aurais tellement été heureuse à l'époque d'avoir un épisode comme ça à écouter, tellement j'étais en panique du Ouais, fameux moi aussi. passage que j'espère qu'il y a des personnes qui vont être contentes et n'hésitez pas à envoyer un message du coup à Antoine et ou à moi pour nous remercier de cet épisode si jamais ça vous a fait du bien dans vos réflexions. D'ailleurs, pour les personnes qui t'aiment bien, qui ont envie de te suivre et tu fais aussi des accompagnements et des formations pour des personnes qui investissent ou pas d'ailleurs ou qui se posent des questions, comment est-ce que les personnes peuvent te contacter si elles ont envie? Alors, sur LinkedIn, donc à Antoine Dalen avec 2L et 2N, ou sur mon adresse mail, en fait, donc antoine.dalen, toujours pareil, là, DA2LEI2NE, @gmail.com. Très bien. Bah, je vais mettre le lien dans la description vers ton contact LinkedIn. J'ai peur que si je mets ton adresse email, tu reçoives des spams parce que tu seras sur Internet. Ah ouais, ça marche. Ou sinon, tu pourrais mettre aussi bâtir son chemin. Ah voilà, ça c'est le compte Instagram. Effectivement, soit sur LinkedIn, ou soit bâtir son chemin sur Internet ou sur Instagram. Ok, bon bah très bien. Bah, c'est super clair. Merci Antoine. Si jamais vous avez des idées encore pour que Antoine intervienne, si la retraite ça vous intéresse, à ce moment-là, je le réinviterai. Mais à ce moment-là, faut me harceler, faut me dire Yes. réinvite Antoine pour la retraite et puis je le ferai. Et puis il y aura peut-être un jour aussi, on fera les SARL de famille si tu as envie. En tout cas, avec grand plaisir. Ouais, ça marche. Et puis là, moi, je suis en pleine formation justement du master en conseiller en gestion de patrimoine. Donc, j'espère vraiment que je vais encore plus approfondir et être aussi calée que toi à la fin de l'année. Je serai trop contente. Mais j'imagine que tu es vraiment passionnée parce que tu connais tous les articles par cœur. Alors, je sais pas si je vais atteindre ce niveau, mais on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta présence. C'était vraiment chouette. Et puis, bah, sur ce, bonne journée à tous.